Bienvenue sur cette petite session. J'espère que vous allez apprendre des choses qui vous seront utiles. Et d'ailleurs, si vous avez déjà des questions un petit peu déjà orientées sur justement la compatibilité en bimatériaux, quels pourraient être pour vous les besoins justement du bimatériau? Qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez déjà fait des essais? Est-ce qu'il y a des projets qui nécessitent justement de combiner deux matériaux pendant une même impression? N'hésitez pas à m'en faire part, comme ça me permettra peut-être d'accentuer certains points pendant la session. Et puis, au pire des cas, vous pouvez nous contacter par la suite si vraiment il y a des besoins qui sont vraiment spécifiques. Hop, bon, je vois qu'à peu près tout le monde doit être arrivé, donc on va pouvoir débuter tout ça. Hop, je vais vous partager donc mon écran. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde me voit bien? Pour l'instant, hop, pas de retour négatif. Question support pour le PP et le TPU. Très bien. Bonjour, Monsieur Gracchus. On va pouvoir déjà parler effectivement du PP et du TPU, l'un plus en détail que l'autre, et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai un projet impliquant des matériaux polymères et matériaux métalliques. Serait-il possible de réaliser une telle impression de biomatériaux? Dans quelles conditions? On va pouvoir en parler. Je n'avais pas forcément prévu d'intégrer le métal, on va dire, dans toute cette discussion du bimatière, mais on pourra en parler. Aucun problème, parce que ça va être assez rapide en termes de réponse, je pense. Donc OK, mais très bonne question, très bonne application potentiellement, en tout cas. OK, je vais commencer. Hop, je partage mon écran. Le webinaire devrait durer, je dirais, à peu près 45 minutes. 1 heure. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à dépasser parfois un petit peu. S'il y en a qui ne peuvent pas participer jusqu'à la fin, le webinaire sera disponible en replay et avec une meilleure qualité vidéo pour information. Donc, ça pourra toujours être utile. Voilà, donc vous voyez mon petit écran, logiquement. Et effectivement, on va évoquer ensemble aujourd'hui les bimatériaux, la double extrusion bimatériaux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Charlie Leroy, donc je suis l'un des fondateurs de Polyfab 3D, donc une entreprise qui est dédiée donc à l'impression 3D et à la transmission des connaissances sur l'impression 3D pour vous permettre, vous, entreprise ou particulier, de prendre les bons choix pour ce qu'il en est justement du choix de la technologie, du choix du bon polymère en fonction de votre application et d'un point de vue software, être capable d'aller vraiment utiliser à fond le matériel parce qu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont pas forcément optimisées d'un point de vue software par défaut. Donc voilà, Polyfab, c'est donc un site de distribution de matériel d'impression 3D, donc polyfab3d.fr, sur lequel vous allez retrouver des imprimantes, du consommable et également donc les petits modules de formation que l'on va proposer autour de tout ça, en plus des pièces détachées. On fera donc de la formation également en déplacement sur site, directement chez les clients si nécessaire, et on accompagnera de manière plus large les entreprises qui le souhaitent pour vraiment justement pouvoir faire des tests préalables avec eux, les orienter sur les bons matériaux, identifier les bonnes applications qui vont rapidement avoir un effet positif et donc déclencher une évolution, on va dire, dans la croissance, on va dire, de la fabrication additive dans l'entreprise. Et ça déclenche des prints sur mesure et de l'accompagnement. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait chez Polyfab 3D. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est les applications de la bi-extrusion, parce qu'il y a pas mal de choses différentes que l'on peut faire avec de la double extrusion. Et on va également voir ce qu'il en est des compatibilités des matériaux entre eux. C'est là où on va effectivement passer un petit peu plus de temps et je vais vous montrer tous les tests que j'ai pu réaliser. Et voilà, un petit peu en fin de session, on verra un petit peu un résumé de tout ça et en gros mes conclusions autour de la bi-extrusion. Et c'est là où on pourra effectivement échanger pas mal sur vos besoins s'ils existent et qui sont plus précis. Donc, pour débuter, les applications de la bi-extrusion, je l'ai dit, il y en a plusieurs. Donc, le premier, et celui qui est assez évident et que tout le monde a en tête a priori, c'est les supports. Et oui, on peut utiliser la deuxième buse pour fabriquer des supports et forcément, on a accès à différents types de matériaux de support. Ici, les illustrations correspondent à du matériau soluble dans l'eau, du PVA, qui va être utilisé pour vraiment avoir quelque chose qui soit vraiment facile à décrocher, qui soit
joli en termes de zone de contact. Enfin, voilà, le PVA, vous connaissez, mais il n'y a pas que le PVA. On verra qu'il y a également d'autres matériaux qui vont pouvoir être intéressants. Ensuite, il y aura bien évidemment la bicouleur. Donc, la bicouleur va pouvoir être simplement là pour faire quelque chose de joli, je dirais, dans le sens où ici, on utilise le même matériau, simplement décliné en deux coloris différents. Donc ici à gauche, vous voyez une petite illustration d'un print en bicouleur, donc simplement PLA, PLA avec forcément cette fois-ci, on n'a pas de troisième bus pour les supports, donc le support est fait par l'un des deux coloris qui est utilisé pour la fabrication. Et ce que vous voyez à droite, c'est un alliage de deux polyamides qui sont identiques, mais qui nous permettent de créer des témoins d'usure. On avait l'habitude de faire ça pas mal avec certaines applications, certains clients, qui nécessitaient des pièces qui étaient remplacées de manière périodique, et ce genre de choses permet d'avoir un témoin d'usure en fait intégré. Et lorsque l'on constate que l'on voit la couche inférieure finalement blanche qui vient apparaître au-dessus de ces dents vertes, eh bien on constate que sans doute l'élément est usé et qu'il est bon de le remplacer. Donc voilà, ça c'était l'une des applications qui plutôt est considérée comme la bicouleur parce qu'on utilise les deux matériaux identiques. La troisième chose, c'est là qu'on va pouvoir vraiment parler de bimatériaux, où là, on va mélanger, combiner deux matériaux qui sont différents. Donc, c'est là où on va retrouver des alliages entre justement des PLA, des TPU, des ABS, des PETG. Et c'est tout ça justement que j'ai pu tester dans le cadre de support, dans le cadre de bimatériaux. Et on va voir un petit peu toutes les conclusions que l'on peut en tirer. Mais en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que il y a de nombreux cas où ça fonctionne vraiment très bien et ça permet d'avoir des pièces qui sont plus performantes, plus durables, plus fonctionnelles et donc pas uniquement pour du prototypage, je dirais même pas pour du prototypage, mais plutôt pour de la fabrication d'outillage, de pièces vraiment qui vont vous aider tous les jours dans vos chaînes de production ou dans différents éléments de protection et ce genre de choses. On va rentrer dans le vif du sujet, donc les compatibilités matériaux. Donc, les compatibilités matériaux, certains fabricants ont donné, on va dire, des tableaux qui vont permettre de voir d'un seul coup d'œil, on va dire, quelles sont les choses qui sont recommandées, qui sont déjà préconfigurées dans les logiciels. Ici, c'est quelque chose qui vient de chez Ultimaker et donc qui représente un petit peu ce que Cura est capable de faire avec des profils qui sont préintégrés. Et c'est un petit peu ce que l'on va retrouver sur des logiciels comme IdeaMaker en double extrusion. On a également des profils qui sont développés pour des matériaux qui sont identiques. Dès qu'on va vouloir sortir un petit peu de ce cadre, eh bien, rapidement, ça va se transformer en quelque chose qui sera considéré comme expérimental ou qui est même considéré actuellement comme des choses qui ne fonctionnent pas. Vous voyez qu'il y a énormément de croix rouges et finalement très peu de matériaux qui sont compatibles entre eux. La majorité, c'est uniquement les matériaux. La totalité des choses qui sont validées, c'est des alliages de matériaux identiques, donc de la bicouleur. Le bimatériau est censé être expérimental pour des alliages entre le TPU, le PET, l'ABS, les nylons et éventuellement même le polycarbonate ou les TPU 95. J'avais d'ailleurs eu la chance à l'époque de participer avec Ultimaker à l'établissement de ce tableau, donc j'avais eu certains matériaux à tester et pour ma part justement j'avais été chargé entre autres de tester le TPU avec le polycarbonate et on voit que ça a été classé expérimental et donc je vous reparlerai de tout ça un petit peu plus tard. Attendez, je vois qu'il y a une petite question. Le partage d'écran ne marche pas. Ah, c'est problématique. On va alors basculer à ce moment-là ici. Est-ce que ça refonctionne? Dites-moi si ça ne fonctionnait pas, c'était vraiment pas le but. Je vois bien, moi. Bon. A priori, certains voyaient, certains ne voyaient pas. En tout cas, j'espère que maintenant, tout le monde voit. J'ai fait une petite modification au niveau du partage, mais normalement, voilà. Donc, en gros, pour terminer là-dessus, ce que l'on peut rapidement constater, et du coup, ça va répondre à pas mal de questions qu'il y avait déjà dans le chat, le polypropylène. Le polypropylène fait partie des matériaux qui ne sont absolument pas utilisables en bi-extrusion. Le polypropylène adhère à quasiment aucun autre matériau d'un point de vue
chimique, il n'a vraiment aucune liaison avec les autres matériaux. Et même avec lui-même, c'est assez compliqué de le mixer. Et c'est un matériau qui a une tendance assez forte à avoir du stringing. Donc voilà, ce n'est pas forcément un matériau sur lequel il faudra envisager de la double extrusion, y compris pour le support. Il y a très peu de supports qui fonctionnent avec le PP. Donc voilà, c'est plutôt de la mono-extrusion qu'il faudra faire avec du PP et limiter au maximum les besoins de support. Ça, c'est par expérience, je peux vous dire qu'il n'y a pas de solution miracle avec le PP. Il vaut mieux éviter au maximum les designs qui nécessitent du support. Les deux autres matériaux que j'ai un petit peu exclus, ce sera le CPE+, qui est un matériau purement Ultimaker, qui est en copolyester haute température, un PETG haute température globalement, qui se comportera comme un PETG, sauf qu'il aura des températures plus élevées. Donc, ce sera à peu près les mêmes tests. Et le polycarbonate, qui est vraiment un matériau un petit peu à part des autres, dans le sens où il exige des températures qui sont tellement différentes qu'il n'est pas forcément très facile de le combiner avec les autres matériaux qui ont des exigences moindres, on va dire, en termes de température. OK. Ce tableau est-il disponible? Donc, bien sûr, c'est un tableau qui est disponible sur le site d'Ultimaker. Si vous tapez Material Compatibility sur Google en précisant potentiellement Ultimaker, vous allez tomber sur ce tableau. Et dans tous les cas, vous aurez à disposition ce tableau sur le webinaire. Si vous voulez en prendre des impressions d'écran ou ce genre de choses, n'hésitez pas. En sachant que j'en ai refait un petit à la fin avec justement mes conclusions à moi. Donc, on va aussi s'intéresser à la fin. Voilà pour ce qu'il en était en gros du support. Donc c'est assez non, voilà ce qu'il en était pour les bimatériaux. Donc voilà, c'est assez restrictif et on considère plutôt la bicouleur que la bimatière. Pour ce qu'il en est des supports. Donc on va repartir de la même liste des matériaux et ils ont fait à peu près le même travail pour ce qu'il en est de la compatibilité avec le PVA et le breakaway. Donc le PVA, c'est le matériau soluble dans l'eau qui est compatible effectivement avec un certain nombre de thermoplastiques. Le PVA le plus basique sera compatible avec le PLA, sera compatible avec le TOF PLA. Des déclinaisons MPVA, que l'on entend souvent nommer MPVA ou PVA+, vont en général avoir une compatibilité avec les PETG, les nylons et les TPU, ce qui n'est pas le cas ici, alors que pour l'avoir testé, ça fonctionne assez bien. Et certains des PVA-S ou des BVOH sont censés être compatibles avec les ABS. C'est jamais très évident d'avoir un matériau soluble de ce type-là avec l'ABS. On privilégiera plutôt le IPS éventuellement, qui est le matériau adapté à l'ABS. Voilà, pour les supports, en gros, c'était assez rapide. Vous connaissez, ce n'est pas le sujet forcément aujourd'hui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le breakaway. Le breakaway, c'est un matériau qui est développé par Ultimaker, qui s'appelle Polysupport chez Polymaker ou qui a d'autres noms chez d'autres, et qui a une bonne compatibilité, on va dire, en termes de support avec pas mal d'autres matériaux. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Ce n'est pas soluble, c'est à retirer à la main, mais le retrait est assez simple et la zone de contact est plutôt performante. Donc voilà, le breakaway, c'est plutôt un très bon matériau. Mes petites astuces vont vous permettre en fait de ne pas avoir forcément à utiliser le breakaway pour faire du support plus pratique. Certains matériaux conviennent plutôt bien et se détachent plutôt bien de l'autre sans avoir besoin forcément d'y dédier le breakaway. Donc voilà, c'est un petit peu ce que l'on va voir au niveau du support. Donc justement, on va commencer par le support. Les modèles 3D que j'ai utilisés pour le test, vous les avez peut-être vus déjà sur Instagram, je crois que j'avais posté quelque chose de tous mes tests, donc qui sont à côté de moi ici. Et donc voilà un petit peu les modèles 3D que j'ai pu tester pour justement, en les positionnant de différentes manières, avoir différents cas de support et également une pièce un petit peu plus technique, on va dire, qui est cet élément qui va pouvoir nécessiter lui aussi, en fonction de son orientation, différents niveaux de support, que ce soit des supports externes, des supports internes, et ce sera également le cas pour ces modèles. Contact plateau, pas de contact plateau, on va pouvoir décliner un petit peu tout ça. Donc voilà les premiers essais que j'ai pu réaliser. Donc ici, on a testé du support en PLA pour une impression en PETG. Le PETG est un matériau qui a plutôt une forte liaison intercouche et qui a une tendance à avoir un retrait de support qui n'est pas toujours extrêmement simple. Donc, pourquoi pas essayer une matière comme le PLA qui s'imprime un petit peu plus vite, qui coûte un petit peu moins cher pour fabriquer des supports sur des pièces qui sont en PETG. Dans certains cas, ça sera même potentiellement
un gain de temps. Donc voilà, j'ai testé ça en premier. Ce que j'ai pu constater, c'est que j'avais une pièce qui était en PETG, donc le logiciel a configuré l'impression avec une température plateau pour le PETG et des supports qui étaient en PLA. Donc, ce que l'on peut constater, c'est qu'au niveau de l'adhérence, eh ben, c'était vraiment pas bon. Hein. Le PETG a bien adhéré, il n'y a pas de souci. Par contre, le PLA a eu beaucoup trop chaud et n'a pas supporté et n'a pas bien adhéré au plateau parce qu'il y avait vraiment trop de chaleur et du coup, il n'a pas réussi à refroidir suffisamment et à maintenir sa position. Il s'est vraiment, vous voyez, les résultats. Ce que l'on peut constater, c'est que par contre, si on remonte dans cette petite pièce-là, c'est celle qui est présente à droite ici, eh bien, on peut constater que la partie du bas a sans doute été effectivement très mauvaise parce que le contact plateau posait problème, mais la partie supérieure a l'air d'avoir bien joué son rôle. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y avait des supports qui dépassaient de mon modèle 3D et qui étaient censés directement venir se poser sur le plateau et pour venir justement reposer ici. Donc ça, ce que l'on peut constater, c'est que ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Le deuxième test que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc un plateau moins chaud qui correspondait à une température plutôt à celle du PLA. Donc j'ai mis ici un plateau à 60 ou 65 pour vraiment être un petit peu plus bas que ce que j'étais précédemment aux alentours de 75. Et là, on voit que la déformation du PLA n'a pas eu lieu. Le PLA a eu suffisamment de refroidissement pour ne pas se déformer. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'ici, on n'a pas eu de souci. Ce que j'ai ajouté également, c'est une bordure et de la colle pour avoir justement une petite compensation sur cette température plateau un tout petit peu plus faible. Donc, colle, bordure et plateau un tout petit peu moins chaud. Et bien finalement, on constate que la zone qui était en contact avec le plateau, eh bien ici, a très bien fonctionné. On n'avait plus du tout de problématique d'adhérence plateau. Donc, la première chose à noter, c'est que déjà, en fonction de la température du plateau, eh bien, ça ne peut ne pas aller pour les deux matériaux. Et en tout cas, quand ils sont tous les deux en contact avec le plateau, eh bien, parfois, ça ne fonctionnera pas si on ne peut pas trouver justement une température médiane. Ce que l'on voit un petit peu ici sur cet objet, c'est que par contre, la partie supérieure n'avait pas du tout fonctionné. Non, c'est pas cette, si c'est cette version-là, non, pas du tout. En tout cas, voilà, la partie supérieure n'avait pas du tout fonctionné. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est ce que vous voyez sur l'image de gauche. Hein, je l'ai mis à plat comme ça. Mais quand on regarde de l'autre côté, par contre, on voit que la partie supérieure n'a pas du tout fonctionné cette fois-ci parce que j'avais retiré le fait que le support soit dépasse, on va dire, des deux côtés. Voilà, on voit l'objet ici, j'avais oublié que je l'avais mise. En tout cas, ici, on voit que la partie supérieure n'a pas fonctionné alors que la partie inférieure avait fonctionné parce que j'ai retiré ce qu'on appelle l'expansion horizontale. C'était la capacité qu'a le support à dépasser de l'objet pour justement pouvoir suivre l'objet sur les côtés et pouvoir être présent ici pendant la zone de dépôt. Et ben en fait, ce qui a manqué, c'est que le support n'étant pas assez performant pour poser du PLA sur du PETG, le fait d'avoir du PLA qui entoure mon PETG aurait permis finalement à mon support d'avoir un point de contact d'adhérence et du coup de réussir sa fabrication. Donc, je vous montre très rapidement d'un point de vue logiciel. Normalement, vous devriez continuer à voir mon écran. Donc ici, on va retrouver la fabrication d'un modèle standard. Je vais le configurer rapidement pour que ce soit visible. J'utilise le paramètre par défaut. Je désactive le bouclier de purge, qui est un élément de purge, on y reviendra tout à l'heure, qui se met par défaut quand on utilise des supports dans une autre matière, parce que j'ai demandé à faire mes supports avec la matière de droite par défaut. Et donc, on lance la découpe. Les supports vont se générer où ils sont nécessaires dans ces petits modèles-ci. On va pouvoir regarder tout ça avec l'aperçu et constater effectivement ce que je vous montre ici. Donc, on voit bien qu'on a des supports en dessous et on a des supports au-dessus, mais on n'a aucune liaison ici, comme je vous l'avais montré dans la première photo, qui avait fait que ça avait marché ici. Donc, pour pouvoir activer cela, on retrouve dans les paramètres de support une fonction ici qui est l'expansion horizontale. Et on va indiquer une valeur, on va dire, de décalage que l'on va autoriser le support à justement venir dépasser, on va dire, cette zone pour venir justement avoir une zone de contact qui suit le modèle 3D, qui évolue depuis le bas du plateau jusqu'à la zone que l'on va pouvoir supporter. Et c'est ça qui, dans le cadre de mon PLA, alors attendez, j'ai dû louper ma manipulation, support, expansion horizontale, je voulais mettre un paramètre comme 2 mm. OK, slice. Hop. Alors, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Vous ne voyez pas, vous êtes toujours sur le PowerPoint. OK, donc on va arrêter le partage. Je vais repartager
IDEA Maker, merci de me l'avoir précisé. Désolé, j'ai mis un petit peu de temps. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais vous montrer, du coup, je vais refaire une petite marche arrière. Je suis désolé. On va remettre, du coup, par défaut, 0 en expansion horizontale. Vous voyez que c'est dans le paramètre, les paramètres avancés support. Vous retrouvez en bas l'expansion horizontale. Par défaut, elle est à 0 et elle va générer, comme ce que je vous ai montré dans la deuxième photo, des supports qui sont simplement en dessous et au-dessus, mais qui n'arrivent pas à se rejoindre les deux pour faciliter le dépôt de cette matière-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à ce moment-là, on va demander à du PLA de se déposer sur du PETG, et c'est ça qui ne fonctionne pas bien, parce que justement, ça ne fonctionnera pas, étant donné que les matériaux sont chimiquement pas suffisamment efficaces en termes de liaison pour être adhérents, ce qui nous intéresse pour du support d'ailleurs. Donc, on va fermer l'aperçu. Je vais vous simuler l'autre chose avec cette fois-ci une expansion. Oups, attendez, j'ai fait bugger. C'est bon. On va activer, donc, comme je l'avais dit, 2 mm d'expansion horizontale. Et ici, on va voir la différence. Dans ce modèle-là, on va voir que les supports seront bien présents en dessous et au-dessus, mais qu'ils seront reliés par 2 mm de matière qui dépasse. Et donc ici, le dépôt qui était très complexe à faire, eh bien ici, il devient beaucoup plus simple parce qu'on a de la matière identique sur laquelle on vient s'accrocher. Et donc ça fonctionnera beaucoup mieux. Ce qu'il aurait même fallu faire, là, c'est orienter le support d'une manière un petit peu différente pour que la première couche soit déposée plutôt dans ce sens-là, pour qu'on ait vraiment de quoi s'accrocher aux deux extrémités et pas seulement d'un côté. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qui va faire que ça va fonctionner ou pas dans le cadre du PLA et du TPU en l'occurrence. Alors, je vais retourner sur mon autre écran. On va donc arrêter le partage et je vais vous repartager cette fois-ci mon diaporama. Donc, on en était là. PLA, PETG, vous avez vu que dans certains cas, ça marche. Dans certains cas, ça ne marchera pas. Donc, à éviter de faire ce genre de choses sans avoir de l'expansion horizontale qui soit active. Ce que justement l'expansion horizontale va permettre de réaliser, indépendamment du petit print que vous aviez vu précédemment, ça c'est le premier modèle 3D que j'avais réalisé justement avec cette fonction, c'est de pouvoir fabriquer des objets comme ça qui soient en TPU. Donc des éléments qui ont une certaine hauteur et qui nécessitent quand même d'avoir un support qui soit assez rigide pour maintenir justement quelque chose qui soit bien droit. La problématique des supports en TPU, c'est toujours que déjà, ils sont très compliqués à décrocher parce que la matière est très élastique. Et en plus de ça, ils ne sont pas très rigides. Donc, en termes de support, ils ne sont pas très efficaces, les TPU. C'est pour ça que, naturellement, j'ai cherché des solutions pour pouvoir aussi trouver des solutions pour supporter le TPU avec une autre matière. Eh bien, ce petit test que j'avais justement initié avec de l'expansion horizontale, parce que les premiers résultats en faisant simplement un dépôt ici sur la partie basse pour soutenir la partie haute n'avait pas du tout fonctionné, le PLA n'avait pas du tout adhéré au TPU, alors qu'avec de l'expansion horizontale d'activer, il a été très facile de créer du support pour la partie haute et avec un très bel aspect que je n'aurais absolument pas eu avec du TPU pour le rôle de support. Donc voilà, un petit peu le résumé de ce que je vous indiquais tout à l'heure sur IDEA Maker. Sans expansion horizontale, ça ne fonctionnera pas non plus pour le TPU, c'est ce que j'ai pu constater, avec toujours du support en PL. Ensuite, on a testé un petit peu autre chose, l'alliage du PETG et du TPU pour ce qu'il en est du support. Donc, toujours la problématique d'aider le TPU à être supporté. Le PETG va pouvoir être un petit peu plus adapté à certains TPU qui sont plus haute température. Vous allez trouver des TPU qui nécessitent des plateaux qui sont un petit peu plus chauds que d'autres. Et là, en l'occurrence, le PLA ne pourra pas forcément fonctionner pour faire du support. Donc, le PETG est une alternative qui fonctionne plutôt bien. On voit ici la création de la partie support en contact avec le plateau qui avait simplement pour rôle de supporter cette zone ici. Ça a très bien fonctionné. Par contre, la partie haute, aussi mauvais que le PLA, le PETG n'a pas réussi à adhérer au TPU. Donc, même constat, si on n'a pas d'expansion horizontale, ici, ça ne fonctionnera pas, la liaison ne fonctionnera pas. Dernier petit test, non, dernier, je ne suis même pas sûr, mais autre petit test en tout cas, du nylon pour supporter du TPU. Encore ici, une fois, on va pouvoir utiliser le nylon pour des TPU qui sont plus haute température
et aussi pour des matériaux qui sont de la famille des flexibles, mais qui ne sont pas des nylons. Donc là, on va retrouver parfois des polyamides qui ont des propriétés flexibles. Donc là, un nylon un petit peu plus rigide va très bien se combiner avec un nylon flexible. On va également retrouver des TPC qui vont également plutôt bien fonctionner avec les nylons. Donc voilà pourquoi j'ai testé un petit peu tout ça. Et ce que l'on peut voir, c'est que les résultats sont plutôt très bons, que ce soit à l'extérieur avec le contact plateau, ou même à l'intérieur, où vraiment les résultats étaient assez étonnants. Je ne m'attendais pas forcément à un résultat aussi bon. Ici, c'est un peu trompeur. J'ai utilisé 2 nylons noirs qui sont vraiment d'esthétique très proche, qui étaient sans doute un petit peu humides en plus. Donc voilà, les résultats en tout cas sont plutôt très intéressants parce que ça a plutôt bien réussi à chaque fois. Et ce que l'on peut constater même, c'est que le retrait des supports, eh bien, finalement, est plutôt efficace. Et ça, avec le TPU, ce n'est pas toujours simple. Encore une fois, TPU, ça se retire très mal. Alors que là, nylon TPU, eh bien, finalement, le retrait a plutôt été assez simple. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait tester si vous avez ce besoin d'avoir un support pour du TPU, qui soit un TPU haute température, comme il en existe certains. Vous allez voir que l'aspect qui est laissé même sur la partie inférieure était plutôt correct. Donc, franchement, c'est quelque chose, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, mais vous voyez, ça a été imprimé de cette manière-là. Et ce que l'on peut voir, c'est que la partie vraiment inférieure a un très bel aspect. Donc, voilà, franchement, les résultats étaient assez satisfaisants pour cet alliage nylon TPU. C'est peut-être celui qui fonctionne le mieux et qui aurait fonctionné, du coup, sans avoir d'expansion horizontale. Donc, ça, c'était également assez intéressant de le noter. On ne va pas repasser la vidéo. Ah si, autre test que j'ai réalisé. On m'avait parlé il y a quelques années de ça d'une solution pour fabriquer des supports pour des pièces en nylon. On m'avait indiqué que l'ABS fonctionnait plutôt bien pour faire des supports en nylon, donc j'ai voulu tester tout ça. Et en réalité, les résultats sont franchement pas terribles. J'avais pris un nylon haute température pour justifier un petit peu le besoin de l'ABS. Donc la liaison plateau n'a pas posé de problème parce que à ce niveau-là, on était sur quelque chose de commun. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Par contre, voilà, sans expansion horizontale, ça ne fonctionne absolument pas. Et même le dépôt du nylon ici sur l'ABS, le nylon est en blanc, l'ABS est en noir. Le nylon ne s'est pas correctement déposé sur l'ABS, donc l'ABS n'a pas suffisamment bien joué son rôle. Et en tout cas, l'ABS est un matériau qui est assez technique en termes de support, parce que si le support n'est pas bien collé, eh bien, effectivement, on va avoir un risque de décollement de l'objet par rapport à son support. Et là, effectivement, pour l'ABS, le nylon n'était finalement pas une si bonne solution, en sachant que pour l'ABS fonctionne plutôt bien. Les astuces du bimatériau maintenant. Voilà un petit peu pour les supports. On reviendra pendant la conclusion sur les supports, mais voilà un petit peu ce que j'ai pu en tirer comme conclusion et vous montrer un petit peu mon process, on va dire, de réflexion. Oui, en effet, il fait chaud au Mans. Ouais, il fait chaud au Mans, en effet, particulièrement dans mon bureau où j'ai beaucoup de lumière. Donc, pour du support, pour résumer, finalement, je fais un petit résumé dès maintenant. Ce qui est important, c'est de trouver une température qui convient aux deux matériaux, parce que forcément, quand on fait du support, les deux sont en contact avec le matériau, ou en tout cas, très fréquemment, on a un contact identique, on va dire, sur le plateau. Donc, il faut que les températures plateau soient adaptées aux deux matériaux. C'est pour ça que je n'ai pas essayé de faire du support en ABS sur une pièce en PLA ou inversement, parce qu'ici, c'était impossible de trouver une température matériau qui convienne. C'est alors pour ça que j'ai aussi écarté le PC, qui lui exige une température de 120-130 degrés qu'aucun autre matériau n'est capable de supporter. Utiliser l'expansion horizontale si possible et si nécessaire, et éviter les supports qui sont hors plateau, qui sont directement sur l'objet. Vous l'avez vu, il n'y a qu'un cas ou deux où ça fonctionne, sinon il vaut mieux éviter et utiliser de l'expansion horizontale. Ajouter une colle adaptée, encore une fois, je ne l'ai pas trop précisé ici, je vais en parler plus après, mais le fait d'avoir une colle qui soit vraiment adaptée au matériau qui est prioritaire, on va dire, en termes de risque de défaut d'impression, et d'avoir quand même des matériaux qui soient chimiquement à peu près proches pour avoir une colle qui fonctionne bien pour les deux. C'est d'ailleurs pour ça que le polypropylène ne conviendra pas non plus, parce qu'il n'y a aucun autre matériau qui adhère aux mêmes éléments que le polypropylène lui-même. Et bien réfléchir à la question de l'adhérence. Est-ce que j'utilise rien pour aider l'adhérence? Est-ce que j'utilise une bordure ou est-ce que j'utilise un radeau?
et on reviendra sur la question du radeau. Mais parfois, la petite chose, hein, c'est qu'on ne peut pas fabriquer un brim avec dessus des supports d'une autre matière. Si on fait des brimes en TPU pour des supports qui vont venir se poser dessus en PLA, eh bien là, ça ne fonctionnera pas. Alors que la pièce peut avoir besoin de brimes. Donc voilà, c'est cette petite chose-là aussi qu'il faut bien avoir en tête quand on réfléchit à tout ça. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire tout ça? Donc, je l'ai déjà un petit peu dit, hein, mais c'est forcément pour améliorer l'état de surface. Hein. Je vous l'ai montré, hein, dans certains cas, l'état de surface est bien meilleur que si j'avais utilisé de la monomatière. Et en général, ça facilite le retrait des supports parce que les matériaux ne sont pas faits pour être bien liés entre eux. Donc, le retrait des supports est beaucoup plus facile. Et donc, ça nous permet de créer une interface dense et un espace en Z qui soit réduit. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur ces points-là parce que c'est vraiment important. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires hein, sur la double extrusion, eh bien, sur les supports, en l'occurrence, vous aviez déjà entendu parler de ça. Donc, je vais vous le repartager quand même rapidement parce que c'est important. Hop. Voilà, normalement, vous devriez maintenant voir Idea Maker. On va fermer l'aperçu et on va regarder ce qu'il en est de tout cela. Donc, vous voyez que si je demande des supports en PLA avec du PLA, ou même si je demandais, admettons, un support en PETG pour du PLA, le logiciel ne ferait pas forcément de support d'une manière particulière. Il ferait des supports de manière assez standard, on va dire. De cette manière-là, sans expansion horizontale, par défaut, mais il le ferait de cette manière-là, en lui indiquant tout de même l'extrudeur de droite pour la réalisation des supports. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que par défaut, vous connaissez comment les supports sont faits par défaut, je vais juste vous montrer un petit point particulier qui est lié à l'épaisseur de votre couche. Quand on fabrique des supports dans la même matière, le logiciel prévoit du vide pour justement s'assurer qu'on n'ait pas une liaison trop forte entre le matériau de support et le matériau de fabrication. On ne veut pas que ce soit fusionné et donc potentiellement on est dans la même matière, donc on ne veut pas un contact franc entre les deux objets. Donc, on laisse du vide entre les deux, que ce soit en partie un petit peu inclinée, mais surtout en partie horizontale. On a toujours du vide qui est laissé en haut des supports. Plus l'espace de vide est important, moins l'aspect de votre objet sera joli. Parce que forcément, la matière ici va se déposer dans le vide qu'on a laissé en dessous. Quand on est dans la même matière, ou une matière en tout cas qui accroche, ben, on n'a pas le choix. Quand on est dans une matière soluble dans l'eau, quand on est dans un breakaway ou quand on est dans un cas où on utilise une matière qui n'adhère pas bien, eh bien, on peut se permettre de supprimer cet espace de vide. C'est là tout l'intérêt d'utiliser un matériau comme le breakaway ou comme du PLA pour du TPU ou pour du PETG, ce genre de choses, c'est de pouvoir ne plus avoir à créer de vide pour contrer, on va dire, cette fusion. Avec PLA, TPETG, on est sûr qu'on n'aura pas de fusion efficace, même si l'espace que l'on laisse est très faible. Je ne recommande pas forcément de le mettre à 0, mais je recommande de le mettre beaucoup plus faible. Par défaut, ici, si on regarde de très près, le logiciel a dû laisser sans doute 2 couches de vide. Donc, on va regarder d'un point de vue paramétrage, hein, mais on va retrouver cette information. Il a laissé une couche, décalage vertical des couches supérieures, donc il a laissé une couche au-dessus du support, une couche de vide en dessous du support, et cette couche fait 0,2 mm. Donc, c'est assez important. Ce que ça veut dire, c'est que votre première couche au-dessus du support va s'effondrer sur 0,2 mm en s'accrochant plus ou moins partiellement à ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la structure du support. Et l'intérêt, ça va être de réduire ça. Parce qu'en sachant que si j'utilise un profil de plus haute qualité, admettons comme une couche à 0,15 ou une couche à 0,1, eh bien ici, il va être obligé d'augmenter l'espace pour éviter cette fusion. Donc, il va passer généralement sur une valeur à 2 pour la partie espace. Et là, la valeur A2, elle peut devenir problématique parce que 2 fois 0,15, ça fait 0,3. Là, vraiment, l'aspect va être très, très mauvais. Et en plus de ça, l'adhérence, le rôle du support ne va même pas être très efficace. Donc, il vaut mieux éviter d'avoir ce genre de gros espace entre le support et l'objet. Et c'est là où, en utilisant un matériau vraiment adapté, qui va facilement se décrocher, on va pouvoir réduire cette valeur-là, en tout cas la limiter à 1, peu importe l'épaisseur de la couche, que vous soyez à 0,1 ou à 0,15, ce petit espace va suffire à créer un fort décrochage. Et ce que vous pouvez même prévoir pour aider un petit peu à tout ça, c'est de retirer l'espace en dessous, pour justement aider la matière à venir se déposer. On a vu qu'il y avait des difficultés pour la matière à se déposer directement, par exemple le PLA sur le TPU. Eh bien, en réduisant complètement le vide et en venant vraiment poser le PLA sur le TPU, eh bien déjà les résultats seront également bien meilleurs
sans avoir besoin de déclencher de l'expansion horizontale. Donc, ces deux paramètres-là, en fait, nous permettent d'aller assez loin dans notre potentiel d'améliorer notre état de surface au niveau des zones de support en utilisant un matériau qui n'est pas efficace, on va dire, normalement en termes de support. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que l'on va retrouver ces possibilités de modifier les paramètres. Et ici, la possibilité d'activer les supports denses. Parce que oui, l'intérêt d'avoir une zone de contact qui ne soit pas en fusion, c'est également de pouvoir la créer de manière beaucoup plus dense. Et donc, ce que l'on aime bien faire dans ces cas-là, eh bien, c'est ce genre de support. On active une épaisseur faible, on va dire, en termes d'espace entre les deux, et on active une interface dense. C'est ce que vous aviez vu peut-être dans la photo avec le TPU et le PETG. On avait une petite forme particulière, et bien en fait, c'était l'interface qui, elle, dépasse un petit peu. Et vous voyez, plutôt que de déposer votre objet sur ce genre de support, eh bien, vous allez le déposer sur une interface dense, ou une interface dense, en ce que IdeaMaker appelle du support dense d'ailleurs, oui. Eh bien ici, ça va être beaucoup plus joli de déposer de la matière là-dessus et le retrait sera facile vu que c'est des matériaux qui ne sont pas censés fusionner correctement ensemble. Donc, combinant ça et l'expansion horizontale, vous êtes certain d'avoir d'excellents résultats. Voilà pour ce petit aperçu sur IdeaMaker. S'il y a des questions, hein, surtout n'hésitez pas, je regarde régulièrement s'il y a des petites choses. En tout cas, j'arrête le partage et on retourne sur le PowerPoint. C'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez bien mon écran. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça encore une fois? Parfois, j'ai des grosses pièces à fabriquer en PETG, mais je vois que ma bobine, elle est un peu juste pour faire et la pièce et les supports. Donc, là, je vais mettre une bobine de PLA que j'ai sous la main pour faire du support de ma pièce en PLA, en PETG, admettons. Ça permet aussi et surtout de fiabiliser les supports pour les pièces en TPU qui, eux, sont assez problématiques. Et ça permet parfois de faire des économies par rapport au PVA ou au breakaway qui sont toujours un petit peu plus chers que du simple PLA ou PETG. Donc, voilà un petit peu les pourquoi est-ce qu'on essaierait ce genre de choses pour fabriquer des supports, en sachant que le point le plus intéressant, ça reste bien évidemment le côté qualitatif que l'on va avoir en termes de décrochage des supports. On va parler d'un deuxième cas qui est désormais la fabrication bimatériaux, mais par zone ou par structure. Donc, c'est ce que je vous ai déjà un petit peu montré dans cette petite roue bicouleur. Ici, on a différencié sur le modèle 3D les coques externes du reste du modèle 3D. Tout le modèle 3D, que ce soit les coques horizontales ou le remplissage, est fait en blanc. Et la coque externe est faite en vert. Donc, on a également des coques internes qui sont faites en blanc. Et on a uniquement la coque externe qui est faite en vert. Ça, c'était un paramètre qui était disponible dans Cura il y a quelques mois ou années. Il me semble que ça ne fonctionne actuellement plus sur Cura, ou en tout cas plus de manière aussi simple. Donc voilà, au besoin, vous pouvez le faire sur une vieille version de Cura, mais vous pouvez aussi et surtout le faire en CAO. Si en conception, vous avez cette volonté d'avoir des séparations de zones, on va dire, de fabrication, eh bien en CAO, vous pouvez tout à fait extraire, on va dire, de deux STL différents votre coque externe et votre modèle 3D. Si vous avez deux fichiers STL pour tout ça, eh bien, il sera très facile de faire ce genre de fabrication. Donc voilà, premier test que j'ai fait, bimatériaux, PLA, PETG. Ici, je ne prenais pas trop de risques. On a une température plateau qu'on avait déjà testé tout à l'heure qui était fonctionnelle quand on avait une température qui était un peu médiane entre les deux. Donc, eh bien, les résultats sont plutôt bons. Hein, c'est franchement pas une trop grosse surprise. Même en termes d'adhérence, au niveau du PETG, on a eu quelque chose qui fonctionnait plutôt très bien. Ici, à ce niveau-là, on n'arrive pas à séparer le PLA du PETG, malgré le fait qu'on soit seulement dans un assemblage. Vraiment, on n'a pas de chevauchement. On a uniquement un pur dépôt côte à côte des deux matériaux. Et on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui est bien lié. Bien évidemment, j'avais fait le test avec PLA. Donc là, pas de surprise non plus. Ça fonctionne forcément très bien. Le deuxième test que j'ai fait, c'était un alliage nylon-ABS. Ici, on est sur deux matériaux qui ont des performances mécaniques qui sont assez intéressantes et qui sont parfois un petit peu complémentaires, je dirais. Donc voilà, c'est un matériau que j'ai voulu tester dans ce cas-là.
effectivement, je vois une petite remarque qui correspondait au PVA d'avant, mais oui, utiliser uniquement l'interface dans une matière de type PVA est également intéressant pour les économies. Mais attention, encore une fois, à l'adhérence du PVA qui ne collera pas tout à fait bien au support dans la même matière, mais effectivement, c'est une très bonne astuce. Non, j'avais fini sur ce point-là. Ouais, donc nylon, ABS, la liaison entre les matériaux est excellente. La problématique, c'était l'adhérence plateau. Ici, j'avais utilisé une température plateau qui était un petit peu faible, qui était plutôt médiane, on va dire, entre nylon et ABS. Encore une fois, ça n'a pas été réussi. Non, surtout dans le sens où je ne voulais pas utiliser une bordure par défaut. Je voulais vraiment essayer de l'imprimer tel quel. Les résultats n'étaient pas bons. La solution, plateau plus chaud à la température de l'ABS, ici plateau à 85 ou 90, je crois, avec une colle dédiée à l'ABS, et les résultats ont été très bons. Pas de warping et toujours une excellente adhérence entre les deux matières, malgré simplement juxtaposition, mais vraiment pas de chevauchement, pas de renfort l'un dans l'autre, comme c'est conseillé de faire pour certains matériaux. L'autre chose que j'ai testé, c'est le nylon et le TPU. Vous l'aviez vu, non, tout à l'heure, c'était pas ça, c'était PETG TPU. Nylon TPU qui fonctionne également plutôt bien. Ici, encore une fois, on va combiner deux matériaux qui sont assez complémentaires, deux éléments qui vont être très résistants au choc. L'un qui va avoir une dureté un petit peu plus élevée, le nylon, et forcément le TPU qui va avoir une dureté un petit peu plus faible, qui va être assez utile pour travailler sur des préhensions, ce genre de choses, tout en ayant une base assez rigide et solide. Donc voilà, la combinaison entre le nylon et le TPU, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé pour certaines applications voilà, qui sont réellement utilisées tous les jours. Donc je savais que ça fonctionnait. Et voilà, les résultats sont vraiment très très bons. Alliage matériaux nylon TPU fonctionne vraiment bien, encore une fois. Pas de souci d'adhérence parce que le TPU est assez flexible quant à sa température plateau, c'est le cas de le dire. D'autres petits tests que j'avais pu réaliser, donc le PLA TPU, ça je vous l'avais déjà évoqué dans d'autres cas, mais le PLA et TPU fonctionnent plutôt très bien ensemble. Et le fameux test, l'un des fameux tests que j'avais fait à l'époque pour Ultimaker, donc le test polycarbonate que vous voyez ici pour les phalanges, les os, on va dire, et un corps en TPU avec une densité très faible pour avoir vraiment quelque chose qui ressemblait au toucher réel. Donc, on avait ici des zones internes en polycarbonate qui étaient franchement très, très rigides, et avoir quelque chose de très souple à l'extérieur, c'était intéressant. Ça fonctionnait plutôt bien pour la liaison du matériau entre eux. À ce niveau-là, je n'avais pas trop de soucis. Par contre, pour le plateau, encore une fois, c'était assez catastrophique. Et c'est pour ça que c'est considéré expérimental ou même croix, je crois, on l'a dit tout à l'heure, parce que dès qu'on a besoin de support, ça ne fonctionne pas, parce que le polycarbonate ne peut pas supporter le TPU ne peut pas supporter le polycarbonate, et les températures plateau sont vraiment incompatibles. Donc voilà, il n'y avait aucun cas où ça fonctionnait réellement bien, donc c'est plutôt resté de côté, mais effectivement, c'était des tests qui étaient assez moyens, mais voilà, il y avait quand même eu des résultats. Le tout premier test que j'avais fait à l'époque, c'était celui-ci. Je voulais illustrer une poignée de cerf-volant, imaginer une âme rigide et un contour qui soit beaucoup plus souple au toucher. Donc, j'avais mis un TPU, effectivement, qui avait une souplesse, qui avait un toucher qui était beaucoup plus agréable, mais j'avais mis un remplissage en PLA. Ce que j'avais constaté ce jour-là, c'était que ça s'était très bien réalisé. Hein. On a le fond qui est intégralement en TPU et on a la partie supérieure que j'avais coupée ici pendant l'impression. J'ai la version finale, mais celle-ci avait été interrompue pendant l'impression pour justement regarder un petit peu ce que ça donnait. Et ce que j'avais constaté, c'était qu'on avait quelque chose qui se décrochait de manière assez bluffante. On avait un PLA qui n'avait vraiment pas adhéré du tout au TPU. Et c'est là où je m'étais fait la réflexion, le test immédiat de celui-là a suivi, qui était justement de pouvoir réaliser des supports en PLA pour le TPU. Et c'était suite à une fabrication comme ça, où là, finalement, ça a très bien fonctionné, parce que déjà, j'ai que le TPU en contact plateau et uniquement le PLA en remplissage. Les résultats ont été tellement bons et étonnants que j'ai eu l'idée d'utiliser cela pour finalement en faire des supports. Parce que là, contact direct entre les deux matériaux et aucune adhérence. Donc, c'est tout à fait ce que l'on recherche pour un support. À droite, vous voyez une roue
qui n'est pas celle que j'ai derrière moi, qui est celle-ci, qui est donc un alliage entre le PETG bleu translucide que vous voyez au centre et du TPU sur les extérieurs. Donc là, encore une fois, on s'est concentré sur séparer des zones, hein, toute la zone périphérique dentée en TPU. Et après, on a travaillé aussi sur les coques internes pour les éléments de fixation. Donc voilà, une pièce qui est réellement ici devenue indestructible avec la quantité de TPU qu'il y a sur tous les pourtours. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est devenu suffisamment rigide pour être efficace, parce que j'ai utilisé un TPU avec une dureté assez haute, et en tout cas quelque chose qui est vraiment devenu très, très fonctionnel. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces fabrications en bimatériaux? Eh bien, toujours la même chose, trouver une température de plateau qui convient aux deux matériaux, parce que généralement, on a besoin d'avoir les deux qui soient en contact avec le plateau. Donc, c'est ça qui va être important. Et éviter de positionner les deux matériaux sur le plateau si jamais ce n'est pas le cas. Vous avez compris la logique. Éviter la simple superposition. Alors, ce que j'entends par simple superposition, c'est en imaginant ce type de modèle-là. Là, ici, c'était un PLA TOF DTPC, PLA TOF et TPC. Ici, on a donc du PLA TOF en bas, on a un manche qui est pour la préhension beaucoup plus agréable en TPC et du PLA TOF en partie haute. Sauf que si j'avais fabriqué ça de cette manière-là, il y a très peu de chances que ça ait réussi, hein. Pas d'expansion horizontale, donc pas d'adhérence. Ici, on l'a vu entre PLA et TPU, TPC. Donc, quelque chose qui n'aurait pas du tout fonctionné. Donc là, l'astuce, c'était simplement d'avoir un corps en PLA qui suit l'intérieur, on va dire, de mon modèle 3D, qui lui fait le lien entre le haut et le bas, déjà, d'un point de vue mécanique, c'est pas plus mal. Et aussi, d'un point de vue construction, ça permettra en haut, ici, d'avoir quelque chose qui tient très bien. Et ici, pour avoir une belle adhérence, malgré tout, entre ça et entre les deux matériaux, eh bien, finalement, en ralentissant les dépôts, en augmentant un petit peu les températures, eh bien, ça fonctionne plutôt bien pour la partie centrale. Ici, en termes de fabrication, le dépôt a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, c'était juste une petite anecdote, mais la simple superposition où on empile simplement du PLA sur du TPU sans avoir une zone qui vient justement aider, on va dire, à maintenir cette matière avec l'autre, fonctionnera généralement pas. Donc, il vaut mieux éviter de tester ce genre de choses et prévoir justement des zones de renfort qui vont venir faire que les matières se combinent un petit peu et seront plus facilement fonctionnelles de cette manière. Utiliser une colle adaptée, bien réfléchir à la question de l'adhérence, éviter les matériaux qui sont sensibles au stringing, parce qu'en double extrusion, on a des temps effectivement de pause entre les fabrications de l'un et de l'autre. Donc, éviter les matériaux qui ont trop de stringing. Le TPU est un matériau qui a beaucoup de stringing, donc malgré tout, c'est très intéressant d'utiliser de la double extrusion pour le TPU, on l'a vu. Donc, faites une bonne calibration préalable de votre extrusion, de votre rétraction pour avoir le moins de stringing possible. C'est toujours intéressant quand vous avez ce type de besoin pour de la fabrication. La tour de purge, qui va permettre bien évidemment d'aller nettoyer les buses justement au cas où il y a eu un petit peu de stringing pendant les phases de préchauffage des buses. Donc, important de les utiliser. Et le mode séquentiel pour le multi-objet. Si vous avez 3 objets à fabriquer qui sont tous les 3 en multimatériaux, évitez de fabriquer les 3 objets en même temps en multimatériaux. Vous allez avoir énormément de déplacements et de coulures, de risque de coulure, de stringing ou de oozing. Donc là, faites du mode séquentiel, c'est-à-dire que vous imprimez les objets les uns après les autres et pas tous les objets en même temps. Ça, c'est faisable dans Idea Maker, dans Cura, et dans tous les cas, ça s'appelle le mode séquentiel. Donc voilà. C'est vraiment important pour la bi-extrusion de manière générale d'avoir la possibilité d'utiliser le mode séquentiel, qui est quand même contraignante et restrictive, mais qui va pouvoir aider dans pas mal de cas. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire ça? Eh bien, pour combiner les performances des deux matériaux, que ce soit pour avoir des résistances au choc qui soient variables, pour avoir des résistances à la température, pour avoir une absorption qui soit différente dans certaines zones, un toucher, une résistance chimique. De nombreux cas concrets, même pour de la préhension, j'utilisais récemment encore pour de la préhension. Donc voilà. Pour limiter aussi les risques de déformation et de warping, si vous avez un matériau qui doit avoir une coque en ABS ou en ASA pour être extrêmement résistant à l'extérieur, mais que l'objet doit avoir un certain poids, une certaine densité, eh bien, c'est assez compliqué de ne pas avoir trop de déformation et de warping sur certains matériaux. Parfois, avoir un cœur, un remplissage dans une autre matière va limiter ce risque-là, ou au moins partiellement. Donc voilà, c'est le genre de choses sur lequel ça peut également aider. Et
Autre chose que je ne crois pas avoir précisé, que j'ai dû oublier, c'est le côté raft. Parfois, vous avez le besoin de fabriquer une pièce en nylon et vous n'avez pas forcément trouvé la bonne solution d'adhérence pour un nylon qui n'est pas chargé. Le warping est assez important. Utiliser un radeau en nylon parfois est peu efficace parce que le retrait n'est pas toujours simple. Donc voilà, peut-être que, je dis n'importe quoi, utiliser un radeau en TPU pourrait très bien fonctionner pour une pièce en nylon. Ou peut-être, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est l'idée. Utiliser un radeau dans une autre matière pour pouvoir permettre à une matière spécifique d'adhérer différemment que ce qu'elle a par défaut l'habitude d'adhérer sur le plateau ou sur elle-même, eh bien, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir une deuxième matière qui vient uniquement fabriquer le radeau. C'est là où je peux faire un petit décrochage sur le métal. Parce que pour le métal, il y a deux types de fabrication métal. Hein. D'ailleurs, si vous voulez préciser votre question, ce sera avec plaisir. Mais pour le métal, il y a de la fabrication PLA métal, donc PLA avec un look métal. Il faut vraiment avoir un très fort look métal avec une très forte charge de métal. Hein. Ça, ce n'est pas un souci, mais qui ne restera qu'un PLA métal. Donc là, ça s'imprime comme un petit peu ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure. Ça reste un PLA, donc pas de difficulté particulière. Chimiquement, ça reste un PLA. Par contre, on a le métal à délianter, ce que fait BASF, ce que fait Nanoé et ce que font d'autres. Là, on est sur des impressions qui sont à haute température, avec un plateau à très haute température et un déliantage chimique bien spécifique et un déliantage thermique à plus de 1300 degrés, qui nécessite encore d'avoir les supports pour le déliantage à très haute température. Parce que sinon, pendant le déliantage, le fritage, eh ben, en fait, la pièce va s'effondrer si elle n'a plus les supports. Donc, c'est là où on utilise une matière bien spécifique pour créer des interfaces qui vont permettre à l'objet de se décrocher de leur support et également de se décrocher du raft. Parce que pour construire ces pièces-là, on a besoin d'un raft. Donc, on met un raft dans la même matière, on crée une interface sur le raft dans une matière qui va être soluble, on va dire, dans le processus de fritage et de déliantage, mais qui ne va pas perturber le processus. Et comme ça, on va pouvoir décrocher à la fois notre objet de ses supports et de son raft. Donc, pour toutes ces contraintes, on va dire, et le côté vraiment très spécifique du métal de type déliantage-fritage, c'est absolument pas compatible avec les autres thermoplastiques. On ne pourra pas faire des alliages entre ces matériaux-là et un matériau type PLA, ABS, même polycarbonate ou n'importe lequel. Ça ne conviendra pas du tout dans le process de post-traitement. Et même pour la fabrication, ça ne conviendra pas parce que voilà, ça nécessite vraiment d'être très, très vigilant sur l'adhérence. Ce matériau métallique est basé sur du pomme, qui est un matériau très, très sensible en termes d'adhérence plateau. Donc, il vaut mieux éviter de faire des essais avec un alliage de ce type-là. J'espère que ça répond à la question qui était au départ. Donc, voilà. Petite synthèse générale de tout ça, parce que je vois qu'on a déjà bien dépassé. Donc, petite synthèse générale, vous allez voir que c'est assez rapide. Hein. J'ai repris globalement l'idée du tableau initial en précisant que voilà, toutes les combinaisons de monomatériaux fonctionnent pour cette sélection et qu'il y en a qui fonctionnent, mais pourquoi les utiliser? Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'utiliser du PLA et PETG? Je vous l'ai illustré tout à l'heure. Il y a quand même peu de cas où ce serait intéressant d'essayer ça. Par contre, pour le TPU, on voit que parfois on a une véritable problématique pour le support et voilà. Pour les alliages, on va dire également en bimatériaux, ça peut être très intéressant d'allier le TPU, les nylons ou les ABS à d'autres. Il me reste certains tests qui ne sont pas terminés, certains que je vais faire, certains que je ne vais pas faire. Mais voilà, donc, vous pouvez vous inscrire sur les réseaux sociaux. Je risque de partager les résultats sur Instagram, entre autres. Et donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux si vous voyez suivre ces résultats de tests qui ne sont pas encore terminés. Mais en gros, ce que je voulais ici indiquer, c'est que le terme OK ne veut pas dire grand-chose parce que vous avez bien vu que ça dépend d'énormément de facteurs. Est-ce qu'ils sont en contact avec le plateau tous les deux? Est-ce qu'ils se chevauchent l'un et l'autre? Est-ce qu'ils ont une expansion horizontale qui est possible? Parce que dans certains cas, vous ne pourrez pas déclencher l'expansion horizontale. Hein. Donc, voilà, il y a différents cas, donc différentes possibilités, que ce soit pour du support, pour du bimatériau. Tout est très, très variable finalement. Donc, c'est très compliqué d'avoir une réponse aussi crue, on va dire, que celle que Ultimaker avait produite. Donc, ici, je vous ai fait un petit récap, mais en sachant que tout est à nuancer de manière très importante en fonction de tout ce que vous avez vu au cours de ce petit webinaire. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette double extrusion, sur ce côté bimatériaux. J'espère que vous avez déjà peut-être des choses qui vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair et d'envisager
chez vous en interne peut-être des fabrications de ce type-là ou en tout cas pouvoir utiliser ça pour faciliter vos fabrications de support ou avoir des produits qui soient vraiment innovants ou des produits ou des objets qui soient réellement innovants, des outils. En tout cas, voilà, sachez que d'un point de vue outillage, par expérience, hein, je l'ai déjà dit, mais l'outillage est vraiment une part très, très importante de l'utilisation de la fabrication additive de bureaux. Et on retrouve fréquemment des besoins de ce type-là en termes d'outillage, hein, que ce soit pour le côté souple, préhension, que ce soit pour le côté ESD, que ce soit pour le côté résistance chimique. Il y a énormément de cas où c'est nécessaire. Et ce côté bimatériaux, bi-extrusion est vraiment assez puissant quand on maîtrise bien ses limites et ses possibilités. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières sur le sujet? Pour le moment, je n'en vois pas ici, je n'en vois pas là. En tout cas, ce que vous pouvez déjà faire, c'est donc nous retrouver donc, sur les réseaux sociaux. Vous avez donc Instagram, vous avez Facebook et LinkedIn et également notre newsletter. Mais je ne vais pas forcément parler beaucoup pendant les webinaires. On a une chaîne YouTube qui est plutôt garnie également de vidéos et où vous retrouverez justement les webinaires dans la section dédiée en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller un petit peu dans les vidéos, on va dire, qui ne sont pas en mode webinaire, mais vous avez du contenu qui est également très intéressant pour ce qui est votre optimisation de vos impressions ou différentes astuces sur les matériaux. Donc n'hésitez pas à consulter la chaîne et à vous abonner, forcément, ça fait toujours plaisir. Pourrons-nous revoir cette vidéo ultérieurement? Bien sûr, elle sera en replay donc, sur la page YouTube de Polyfab 3D. L'objectif du projet, la fabrication d'un composant est à la fois flexible et en même temps rigide. On a imaginé un bimatériau caoutchouc titane. Après une sélection de matériaux, on se demandait avec quel procédé j'en ai. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, inenvisageable. Déjà, le titane en impression 3D FDM n'existe pas de mémoire. On va avoir plutôt des alliages de type 17,4pH, 316L. On va avoir un peu d'Inconel. Le titanium peut-être uniquement chez Markforged et Sametalix, mais pas sûr. Et en tout cas, le caoutchouc, au mieux, voilà, ça n'est pas du tout compatible avec la Metalix qui est capable d'utiliser le titane, qui serait capable d'utiliser le titane, encore une fois. Par contre, là, j'ai tout de suite quelque chose qui me vient en tête, c'est une imprimante comme la Anisoprint. La Anisoprint est une machine qui est capable d'utiliser de la fibre de carbone continue, donc de tisser de la fibre de carbone et ainsi d'avoir des performances mécaniques et de rigidité qui sont supérieures même à des métaux comme l'aluminium. On ne sera peut-être pas au niveau du titane, mais on s'en approche. Pour information, il y a vraiment des combinaisons d'alliages de fibres de carbone qui sont vraiment très, très, très performantes et qui permettent d'avoir des résistances mécaniques qui soient très, très, très élevées. Et la Anisoprint est capable d'utiliser un matériau souple en parallèle, ce que n'est pas capable de faire les Markforged. Les Markforged sont limités, on va dire, à leur matériau nylon de base avec un renfort en carbone. Avec Anisoprint, on a des fibres de carbone qui sont utilisables avec du PETG, avec du nylon, avec du PLA, avec du TPU. Donc, dans votre cas, à mon avis, avoir une âme, on va dire, qui soit effectivement fibrée avec un très fort taux de fibres et un polyamide qui soit là pour englober justement ces fibres-là et les maintenir. Et ensuite, en partie extérieure, un TPU. Ça, c'est quelque chose qui est capable de réaliser une imprimante comme les Anisoprint. Donc voilà, si vous avez des questions plus spécifiques sur les Anisoprint, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. Je pourrais vous donner un petit peu plus d'infos là-dessus. Mais voilà, c'est une machine vraiment de niche très spécifique, mais qui permet d'aller extrêmement loin pour ce genre de recherche et de besoins, parce que c'est la seule à proposer cette possibilité-là. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai tenu tout pile 1 heure, donc j'ai un petit peu dépassé les 45 minutes, mais en tout cas, merci de votre attention. Je vois qu'il y a encore pas mal de monde, donc merci pour cette participation encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à tout ça pour suivre les prochains webinaires et pour voir un petit peu justement les différentes choses que l'on fait entre 2 webinaires et également le contenu de la chaîne YouTube. Merci pour votre attention. Et je vous dis à très vite pour la suite. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a la moindre question. On sera ravis de vous aider. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.